Alphabet a publié ses résultats financiers et il paraît que le marché n'a pas apprécié ça. À l'heure où je tourne cette vidéo, on est à moins 4,5, moins 4% à peu près en préouverture. J'espère que ce sera 10 fois plus que ça. Parce que vous savez littéralement que Alphabet, c'est matin, midi, soir. Et ça ne va pas changer dans cette vidéo aussi. Donc, première chose, on va parler de ce qui est d'abord, premièrement, important, à savoir l'avantage concurrentiel. Ensuite, je vais commenter les résultats. Globalement, ici, on va faire un gros résumé ici. Dans le groupe School, j'enverrai ici un long pavé par rapport à quels sont les éléments positifs, quels sont les éléments négatifs, quels sont les éléments à surveiller. Donc ici, on va faire un gros résumé de tout ça rapidement. Et on va terminer par l'analyse quantitative. Je vous le dis déjà, pour moi, ça reste une compagnie sous-évaluée et je vais l'analyser d'une autre façon présentement. OK? Parce qu'avant, je pense même que j'étais très conservateur. Mais après avoir écouté les conférences call, etc., je puis vous dire ici qu'en date d'aujourd'hui, vous n'avez pas d'alphabet, il n'y a pas de free cash flow, je ne sais pas ce que vous faites. D'accord? Je ne sais vraiment pas ce que vous faites dans la vie en ce moment. En tout cas, allons-y assez rapidement ici. C'est simple. J'utilise le prompt de base ici pour poser la question de savoir quel est l'avantage concurrentiel de cette compagnie. Il me répond simplement ici que l'entreprise Alphabet a un avantage concurrentiel large et il est en expansion. Il va justifier son raisonnement. OK? Il mentionne ici que les sources de mode sont à peu près liées à l'effet de réseau, aux actifs incorporels, euh, euh, au coût de changement, ainsi qu'aux productions à bas coût. Donc, 4 modes sur 5. OK, on va aller regarder ça. C'est la raison pour laquelle on a sans doute un mode large. Donc, premier élément, c'est le coût de changement. Et le coût de changement ici, il est plutôt présent de étroit à large. Donc, voilà, il s'en va, il se renforce de plus en plus. Donc, quel est son raisonnement ici? Le grand public qui utilise Google Search n'a presque aucun coût de changement. OK? Donc, changer de moteur de recherche prend 2 secondes. On est plutôt d'accord. Le vrai mode du coût de changement ici, le vrai mode de coût de changement se trouve du côté entreprise avec Google Cloud et Google Workspace. Donc, les clients Google Cloud signent des contrats pluriannuels d'infrastructure, TPU, modèle Gemini, intégration de données, qui sont ici très coûteux à migrer une fois déployés à grande échelle, notamment pour les charges d'entraînement de modèles d'IA. Donc, c'est un mode qui se renforce vite, mais qui reste concentré sur un seul segment de l'entreprise. On est plutôt d'accord. Deuxième type de mode ici, c'est l'actif incorporel. Et là, c'est le plus fort, c'est l'un des plus forts. Il est plutôt stable à expansion ici, donc normalement ici, minimum, il est stable. On va le dire comme ça. Donc, la marque Google reste l'une des plus fortes au monde. Ça, c'est bien, OK. Mais associé ici à des décennies de données propriétaires, c'est ça le plus important. Comportement de recherche, cartographie, vidéo. Donc, ces éléments-là qui alimentent ces algorithmes de recherche et de publicité. Donc, cet actif est difficile à répliquer, même par un concurrent bien financé, car il repose sur un historique de données qu'aucun nouvel entrant n'a accumulé. Donc la marge d'exploitation et d'expansion confirme ce pouvoir de fixation des prix d'ailleurs. Ensuite, on passe à l'effet de réseau. C'est historiquement le cœur du mode d'alphabet. Plus il y a d'utilisateurs sur Search, YouTube et Android, plus il y a de données pour améliorer les produits et attirer les annonceurs, ce qui attire encore plus d'utilisateurs. Et je puis vous dire ici que la raison pour laquelle les gens viennent sur le Search, sur YouTube ou Android, c'est parce que ça fonctionne très très bien. Donc les algorithmes fonctionnent très très bien. Donc à la fin de la journée, c'est déjà la base, c'est un intangible. OK? Donc ce cercle vertueux s'étend désormais à l'IA grand public avec Gemini qui bénéficie directement de la distribution massive Android, Chrome, Search. Et je vous ai toujours parlé de distribution ici, oui ou non? OpenAI va nous tuer, Anthropic va nous tuer. Est-ce qu'ils ont la distribution? Est-ce qu'ils ont la distribution? En un temps, 3 mouvements ici, Alphabet peut faire de vous une star littéralement, juste en une seconde, parce qu'ils ont la distribution. Ils peuvent vous proposer devant l'écran, enfin, si on prend YouTube ici, vous pouvez vous retrouver devant à peu près plus d'1 milliard de personnes en une seule journée. S'ils décident ici de présenter une seule vidéo sur YouTube toute la journée, il y a au moins 1 milliard de personnes qui vont vous regarder. C'est le streaming, c'est le système, c'est le segment, c'est l'outil de streaming le plus utilisé au monde. Je dis toujours aux gens ici que si on me demande de choisir entre Netflix, tous les outils de streaming, VS YouTube, je prends YouTube. Pour moi, une journée sans YouTube, c'est pas une affaire de ma chaîne YouTube. Non, ça, je m'en fous. C'est une façon de... Je consomme énormément de vidéos YouTube. YouTube, c'est très important pour apprendre des choses. OK? Par exemple, aujourd'hui,
J'étais en train de regarder une vidéo concernant ici ServiceNow, qui est également très intéressant, qui a eu de très bons résultats, même si techniquement, on a quand même, ils augmentent quand même les prix. Hein. Ouais, bon, les clients n'ont pas le choix que de payer parce qu'ils sont captifs, ok? Ils sont prisonniers. Bref, reformons ces parenthèses-là. Donc, cette compagnie a un effet de réseau large. Gemini n'a pas besoin d'être le plus puissant. Non, parce que les modèles de langage sont des commodités. Le plus important, c'est de pouvoir faire quelque chose, c'est de pouvoir fournir le service le plus adéquat à un prix très bas. Pas besoin d'être très puissant. Ok, donc les affaires ici qu'on dit, oh, Kimi nous a dépassé, ou bien Anthropic Fable 5, tout ça, c'est le bavardage. Ils ont juste besoin d'être, voilà, quelque part dans la zone des premiers, point à la ligne. Mais ils ne sont pas, qu'il vous dit ici, qu'ils sont, voilà, il n'y a pas de retard, notamment ici dans tout ce qui concerne ici tout ce qui concerne le codage agentique, un truc comme ça, d'accord? Donc ça, c'est un élément où ils auraient pu prendre une avance depuis très longtemps. Et je tiens toujours à dire ici que la raison pour laquelle OpenAI, Anthropic et tout le reste existe, c'est grâce à Alphabet. Je referme cette parenthèse-là. On continue. Ensuite, la production à bas coût, un autre mode, il est plutôt étroit et en expansion. Donc, grâce à ces puces propriétaires TPU, on en a parlé pendant le conference call ici, Alphabet dispose d'un avantage de coût réel sur le calcul d'inférence IA par rapport aux concurrents dépendants des GPU NVIDIA. Et je vous ai toujours dit que ça sera une question de coût de production. Point à la ligne. C'est la raison pour laquelle toutes ces entreprises vont avoir tendance à bagarrer sur les coûts. Or, Google a les moyens de continuer à baisser les coûts. Pourtant, OpenAI, Anthropic, comment ça va se passer, je ne sais pas. Bref, ce mot est encore jeune. Il a à peu près moins de 10 ans ici de recul commercial à grande échelle. Et dans le conference call, ils ont mentionné que la reconnaissance des revenus liés au TPU, on le verra à partir de 2027, tantôt. Et encore, ils n'ont pas dit qu'ils vont se mettre à vendre des TPU à grande échelle. C'est juste que, bon, si on en a plus, on va les proposer, mais sinon, la priorité, c'est d'abord en interne. Donc, ce mot concerne surtout le segment Cloud IA et non l'ensemble de l'entreprise, d'où une classification ici étroite plutôt que de large pour l'instant. Donc, si Alphabet continue de vendre des TPU à des tiers comme Anthropic, ce mode pourrait s'élargir avec le temps, mais cela reste une projection ici et non un fait acquis. Donc, on va également se dire que quand on parle de TPU, qui est notre partenaire technique derrière? Bonsoir, Broadcom. Globalement ici, il y a toujours des risques. Et le risque ici, c'est le risque antitrust. C'est le plus gros, voilà, c'est celui le plus évident ici aujourd'hui. Toutefois, dans toutes les Magnificent Seven, enfin, pas toutes, mais Alphabet, Amazon, Microsoft, Meta, qui sont toutes les quatre d'ailleurs toujours sous-évaluées, en tout cas, selon moi. Et ne me prenez pas au mot, hein, parce que je suis investisseur sur toutes ces entreprises-là et je dors très bien la nuit. Je ne sais pas pour vous, mais le plus important, c'est que moi, je dorme bien la nuit. Donc, n'achetez pas parce qu'un kidam sur YouTube vous a dit « Oh, je suis investi dessus ». Non, non. Allez faire vos propres recherches. Le but ici, c'est d'investir avec conviction. Et on ne délègue pas la conviction. OK? Donc, le risque antitrust reste le plus structurant. Un tribunal fédéral a jugé en août 2024 qu'Alphabet violait la loi antitrust Sherman avec sa part de marché de plus de 90% dans le segment research ici. Et bien que le jugement de septembre 2025 ait épargné Google, la session de Chrome, tout en, enfin, on a qu'on dit épargné, on a évité par rapport à, on demandait ici à ce que, enfin, l'une des recommandations, c'est que Google se sépare ici de Google Chrome, etc. Donc, ça n'a pas été le cas lors du verdict, mais on a plutôt demandé ici un partage de données avec les concurrents, un élément sur lequel je ne suis pas d'accord. Ok? Donc les gens pensent que oh, c'est rien du tout, mais c'est important. Parce qu'ils vont avoir tendance à entraîner leurs IA, etc. Donc les données en question, c'est le cœur même d'Alphabet. Ok? Donc, néanmoins, le département de la justice ici il a fait appel et normalement on devrait avoir, disons, une audience d'ici 2026 à début 2027 ici. Donc une décision défavorable ici en appel pourrait affaiblir durablement l'effet de réseau de search, bien que ce ne soit pas le scénario central actuel. Et dites-vous une chose, et je continue à dire, vous avez vu après la loi, après le premier verdict au mois de septembre 2025, on a vu une accélération ici de Gemini. Parce qu'entre-temps, ils faisaient comme s'ils étaient morts, etc. Et je pense que c'est toujours ça qu'ils sont en train de faire. Google fait semblant
de ne pas être à la page. Je ne fais que vous dire ça. Quand toutes les affaires d'antitrust là vont finir, ne vous inquiétez pas. Ils vont vous montrer comment est-ce ils vont commencer à accélérer. Et déjà, en parlant de ça, dans le conference call, ils vous ont mentionné qu'à partir de Gemini 4, on risque d'avoir des mises à jour mensuelles. OK? Donc, la menace la plus visible, enfin, et je dis ici, c'est ça qu'ils ont dit. Maintenant, est-ce qu'ils ont l'habitude de faire, de dire et de faire? Ça, c'est différent. OK? Est-ce qu'ils ont l'habitude de faire ce qu'ils disent? Est-ce qu'ils ont l'habitude? Parce qu'il ne suffit juste pas de mentionner ici, mais si c'est quelqu'un qui a tendance à dire des choses et ne pas faire, bah, sa parole ne vaut rien du tout. OK? Donc, faites attention par rapport à ça. Bon, s'il est encore en tête, je vous dirais ici qu'il a tendance à faire ce qu'il dit. OK? Donc, la menace la plus visible ici, sur le plan concurrentiel, vient de OpenAI et d'autres assistants IA ici qui pourraient détourner une partie des requêtes de recherche. Oh, Google Search est mort? OK. C'est pas possible. Incroyable. Pour l'instant, le revenu search a quand même progressé de 17% au T2 2026, ce qui suggère que cette menace ne s'est pas encore matérialisée financièrement. Sur le cloud, la concurrence de Nvidia reste vive malgré l'avance ici de coûts de TPU, etc. Mais quand on dit la concurrence, ce n'est pas une concurrence frontale, non, c'est une concurrence par rapport au matériel. Et encore, GPU, TPU, chacun a son travail ici aujourd'hui. Donc, c'est le long terme qui compte. Le GPU, bien pour l'entraînement, etc. Mais TPU, bien pour l'inférence. L'inférence sera plus élevée que l'entraînement. Mais ça ne veut pas dire que Nvidia n'aura pas des puces à vendre pour l'entraînement, etc. Mais ces entreprises veulent être intégrées verticalement afin de pouvoir baisser les coûts encore une fois. Donc, globalement, ici, en termes de mots, même si tu n'as pas lu les rapports financiers, etc., même si Alphabet avait fait moins 20% en une journée, juste le mot ici te permet de dire que, hey, il y a quelque chose d'extraordinaire. Maintenant, est-ce que ça se voit au niveau des chiffres? On va se balader, on va un tout petit peu rigoler, ok? Parce que moi, ça me fait rigoler. Croissance de revenus, vous pensez que ça vient d'où? Acquisition organique, allez poser la question. Ensuite, quand on regarde ici la marge brute, qu'est-ce qu'elle fait? La marge brute est en expansion depuis 2020. Et attention, quand on dit même en expansion, bon, techniquement, il ne souffre même pas si énormément par rapport à ça, parce que quand on regarde la marge brute, il faut toujours regarder également la marge EBITDA et il faut également remettre les choses dans leur contexte. Parce que si on est dans un contexte d'investissement, quand on investit énormément, ça peut prendre du temps avant que le levier opérationnel se mette ne se mette ici en... Enfin, qu'on commence à voir les fruits de ces différents investissements-là. C'est pas comme si on n'est pas dans la PlayStation ici ou bien dans un jeu vidéo. Pas genre j'investis aujourd'hui, je gagne de l'argent demain. C'est pas la vie des Sims. Non, pas du tout. Donc, c'est pour ça qu'il faut regarder le business ici du point de vue long terme, d'accord? Quand ils vous disent ici aujourd'hui qu'on manque de capacité, avant même d'arriver à l'analyse quantitative. Donc, j'ai accéléré ici aujourd'hui, ici, vous pouvez comprendre mon excitation. Encore une fois, ne prenez pas mon avis ici pour, voilà, j'ai un biais positif sur cette compagnie, littéralement. J'ai un biais positif sur cette compagnie et je vous le dis déjà à date d'aujourd'hui, j'espère que le prix va continuer à baisser. Parce que moi, je suis en phase d'accumulation, donc ça ne me dérange absolument pas du tout. Donc ici, on va revenir sur l'analyse. Je termine ici avec les éléments, les marges. Donc, quand vous pouvez voir ces marges ici, vous allez vous dire, oh, Amazon, le premier niveau de price support, c'est le maintien des marges. Mais attention, les marges actuellement, il faut regarder Alphabet en 2010 et Alphabet en 2020. Qu'est-ce qui s'est passé? Ça, c'est le point d'inflexion. À partir d'ici, le cloud a commencé à être de plus en plus rentable. Vous avez vu les marges du cloud? On est à 35%. Pourtant, ici, les investissements étaient massifs. Donc, c'est une entreprise qui a une vision long terme. On est revenu sur des marges EBITDA qu'on a connues à peu près dans les années 2011. On est revenu sur des marges brutes qu'on a connues à peu près, voilà, en 2017 par là. Et ça va continuer à augmenter. OK? Je ne sais pas si la mise à jour a déjà été effectuée ici là par rapport aux marges, mais vous pouvez voir, oh, voilà. La marge EBITDA, enfin, attends, ça c'est le mois de mars. Ouais, c'est ça. Bon, je pense qu'on n'a même pas encore mis ça à jour. Bref, les marges brutes ici accélèrent littéralement. Donc, le pricing power est de plus en plus utilisé. OK? Donc, ici, par rapport à qu'est-ce qui s'est passé, enfin, le résumé que je peux faire ici des résultats avec le conference call ici. Donc, la trajectoire d'Alphabet au T2 2026 illustre une transformation du profil de risque du groupe qui passe d'un modèle dominé par la publicité à marge élevée et à faible intensité capitalistique vers un modèle hybride intégrant une activité d'infrastructure cloud à forte croissance,
mais structurellement plus consommatrice en termes de capital. Donc cette évolution accroît la sensibilité des résultats. Je dis bien, cette évolution accroît la sensibilité des résultats à la discipline d'exécution sur les investissements en capacité, en particulier dans un contexte où la direction elle-même anticipe une hausse significative du CAPEX en 2027. Et je pense qu'en 2026, on parle déjà de près de 200 milliards ici. 2027, on vous dit qu'on aura plus que ça. Et une pression ici prolongée sur la génération des flux de trésorerie. Donc, les free cash flow vont avoir tendance à être que, au mieux, ne vous attendez pas à plus que zéro. D'accord? Donc, au moins à l'équilibre. Donc, ils vont avoir tendance à utiliser la majeure partie des cash flows et investir tout cela dans le développement ici de l'infrastructure IA. Pourquoi? Parce que la demande est trop élevée. D'accord? Donc, le point de vigilance ici, parce qu'on suivait toujours des éléments, le point de vigilance prioritaire ici concerne l'équilibre entre la croissance revendiquée, portée par une demande jugée structurellement sous-servie par l'offre, ok, et la capacité du groupe à convertir cette demande en rentabilité soutenue plutôt qu'en simple volume. L'absence, parce que quand on dit ici, oui, 500 milliards ici de backlog, etc., oui, mais il faut que ça rapporte de l'argent. Enfin, techniquement, on le voit que ça rapporte de l'argent en termes opérationnels. Okay? Donc, l'absence de guidance chiffrée, comme on le fait d'habitude, cette compagnie ne donne pas de guidance de manière générale. Donc, l'absence de guidance chiffrée ici, formelle de revenus, de guidance chiffrée formelle de revenus ici et de bénéfices par action, complique l'évaluation précise de cette trajectoire, obligeant à s'appuyer sur des indicateurs indirects comme l'évolution du backlog cloud et la cadence de reconnaissance des revenus contractuels, qui sont ici de l'ordre. Ici, la majeure partie du backlog sera reconnue en termes de revenus dans l'ordre ici de 24 mois. Okay? Donc, à moyen terme ici, à moyen terme, long terme, le facteur critique de succès réside dans la capacité d'Alphabet à maintenir sa cadence d'innovation sur les modèles Gemini et son approche verticale intégrée, incluant le développement de puces propriétaires, tout en gérant la tension entre allocation de capacité de calcul vers la recherche de frontières, donc tout ce qui concerne ici les agents IA, etc., ou bien l'AGI de manière générale, et vers la monétisation commerciale immédiate via Search, YouTube et Cloud. Parce que Cloud, YouTube et tout le reste, ça consomme également du compute. Okay? Donc, la reconnaissance explicite par la direction d'un retard dans le codage agentique ici introduit une nuance dans un discours par ailleurs très confiant et mérite d'être suivi comme indicateur. Donc, de manière globale, ici, on reconnaît que oui, on est peut-être en retard au niveau du codage agentique ici, mais ça ne veut pas dire qu'on est largué, littéralement. Après, également, ça dépend de l'adoption, etc. On verra ce que le futur nous réserve, mais de manière générale, par rapport à une entreprise qui est larguée, les chiffres sont intéressants. Ok? Et je pense qu'on va dans la bonne direction présentement. On va continuer à faire le suivi sur les trimestres à venir. Maintenant, ce qui concerne l'évaluation en termes de quantitatif ici, bon, on s'entend qu'il n'y aura pas de free cash flow, d'accord? Il n'y aura pas de free cash flow, l'entreprise va souffrir, etc. Et ça ne va pas changer sur les mois à venir. Donc, le free cash flow, si on prend ici les free cash flow attendus, disons en N+3, vous voyez que ça va littéralement s'effondrer. Alors, ici, il faut normaliser les résultats ou bien il faut utiliser le cash flow opérationnel. Et c'est pour ça que quand j'utilise FastGraph en date d'aujourd'hui, vous m'avez souvent entendu parler ici de cash flow opérationnel. J'utilise les cash flow opérationnels pour apprécier la valeur ici j'ai bien dit apprécier la valeur ici de Amazon et Alphabet parce que je sais qu'ils sont en phase d'investissement, de croissance, ce qui veut dire ici que le free cash flow est comprimé de manière mécanique et volontaire. OK? Donc, ce qu'il faut avoir tendance à distinguer, c'est le cash flow, pas le free cash flow, mais la dépense en capital de maintenance. Bon, on n'est pas là par rapport à ça. De toute façon, j'en parlerai dans le groupe School. Dans les jours à venir, il y aura énormément de gros changements dans le groupe School. Je tiens à le rappeler en date d'aujourd'hui. OK? Donc, on va revenir dessus. Alors, ici, d'habitude, j'utilise 15 fois les cash flows pour cette compagnie. Mais en réalité, je vais changer aujourd'hui, je vais mettre plutôt 20 fois les cash flows. Pourquoi 20 fois? Parce que ce sont les cash flows normalisés de cette compagnie sur une longue période de temps. Et comme vous allez le voir ici, les cash flows peuvent être influencés par la marge, mais également par le multiple de valorisation moyen de cette compagnie. Or, ici, le multiple de valorisation moyen d'Alphabet est aux alentours de 27 par là. OK? On va le dire 27, etc. Durant même 25. Nous coupons la poire en deux, on va dire 25 ici. Et si on est à 25, techniquement, cette compagnie pourrait, en moyenne, si elle est à 25, c'est négocier soit à 18 fois les bénéfices, 18 fois les cash flows opérationnels, ce qui, selon moi, est totalement normal. Et 25 fois les bénéfices pour cette compagnie, c'est également normal. Et donc,
Je vais me situer à 20 fois les cash flow. Vous pouvez mettre 18 si vous voulez. Moi, je ne cherche pas à avoir précisément raison. Je veux avoir le moins de tort possible. Parce que là, regardez cette croissance. Regardez juste ça. Et ça ne semble pas vouloir s'arrêter. Et je rappelle ici que les analystes ont tendance à faire de bonnes prévisions sur cette compagnie. D'accord? Il y a un an, jour pour jour, les attentes de 2028 étaient à 20 dollars. Aujourd'hui, c'est 27. Ça va peut-être même être plus élevé parce que ça n'a pas encore été mis à jour. Donc, ça va être plus élevé après que la mise à jour ici. La mise à jour, parce que les résultats que je prends ici, ça date à peu près du 22 du mois de juillet. Les résultats sont sortis à peu près hier soir. Donc, techniquement, la mise à jour, les analystes vont mettre à jour ici leur modèle, etc. Donc, ça sera sensiblement bien plus élevé que ça. Au début, je prenais 15 fois les cash flows. Et si je prends 15 fois les cash flows, l'entreprise est correctement évaluée. Correctement évaluée en prenant en considération une certaine croissance, pour moi, ça veut dire que c'est déjà intéressant. OK? Mais aujourd'hui, je prends 20 fois les cash flows. Et si je me situe à 20 fois les cash flows, ça fait 545 dollars. Moins la dette nette. 500. Vous pouvez prendre 15 fois, c'est comme vous voulez. Moi, je vous ai expliqué pourquoi est-ce que je prends 20 fois les cash flows. D'accord? Moins la dette nette. Et je prends la dette nette en date d'aujourd'hui en termes de... Voilà, la dette nette en termes quarterly. On a une dette nette de 2 milliards... enfin, pas de 2 milliards, enfin, 2,63. C'est trop petit, ça. Attendez, donnez-moi juste un instant. 2,63, donnez-moi juste un instant. Dette nette, voilà. Oh, ok, that's good. Donc techniquement, ici, on a même du cash net de manière générale. Donc, globalement, ici, enfin, si on prend la dette, du point de vue volume, le total de la dette ici, on atteint 95 milliards. Total de la dette. Ceux qui disent qu'Alphabet est endetté, etc. Le total de la dette, c'est 95. Mais si tu rajoutes le cash flow, et je tiens à mentionner une chose, les bénéfices nets de cette compagnie sont élevés tout simplement parce qu'ils ont reconnu ici, voilà, ils ont des investissements ici dans tout ce qui concerne les compagnies comme OpenX, pas OpenX, comment on appelle ça, je pense Anthropic, comme également SpaceX. Donc, il me semble que c'est près de 90 milliards ou 60 milliards comme ça de bénéfices exceptionnels. Donc, or, ils n'ont pas déjà cash out, non, c'est juste la valeur de ces actifs-là. Donc, généralement, il faut normaliser. Donc, il faut utiliser les normalized net income ici. Donc, les normalized net income margin pour apprécier la marge de cette compagnie. D'accord? Ne l'oubliez pas. N'allez pas dire ici qu'elle a eu 9 dollars par action de bénéfice net et on extrapole. Non, pas du tout. Elle n'a pas eu 9 dollars par action. Je pense qu'on est aux alentours de 2 dollars et quelques patates ici. Bref, de manière globale ici, je prends... comme je disais tantôt, l'entreprise n'est pas endettée. Donc, je mets ici aujourd'hui 20 fois les cash flows. Ah oui, 545 dollars. C'est mon target price. Je ne dirais pas que cette compagnie est surévaluée en date d'aujourd'hui. OK, ça, c'est mon avis. 545 dollars, je vais dans ma watchlist et j'effectue la modification. 545 dollars pour Alphabet. OK, Alphabet. Où est-ce qu'elle est, Alphabet? Alphabet, où est-ce que tu te caches? Alors, Alphabet. OK, 540. La dernière fois, on était à 391. 545. Et je vais très bien dormir la nuit avec ce chiffre-là. Et donc, je fais la mise à jour ici. Je mets X20 operating cash flow de 2028. Maintenant, en ce qui concerne ici le dividende, etc., tirer les conclusions qui s'imposent. Cette compagnie va avoir tendance à payer un dividende de plus en plus élevé. Même ceux qui recherchent un dividende en date d'aujourd'hui, voici une compagnie qui va avoir tendance à accélérer l'augmentation de ce dividende-là. Vous allez me dire, oui, elle n'a pas de free cash flow, elle peut s'endetter pour payer le dividende. C'est pas plus grave que ça parce qu'elle a les moyens, elle fait exprès de ne pas avoir des free cash flow positifs parce qu'elle est en phase d'investissement. Donc, regardez l'entreprise à ce niveau-là. Elle rachète ses actions, etc. Dans ce même le shareholder yield qu'il faut regarder. Si elle vous distribue la totalité des bénéfices en dividende, vous avez à peu près aux alentours de 3,77%. Bref, tout ceci pour dire que Alphabet, c'est matin, midi et soir. Comme je l'ai dit, il y aura une grosse modification ici dans le groupe School. OK. Et également, une grosse mise à jour ici. Enfin, on ne dirait pas plus, on va en parler ici dans ce jour à venir. Donc, n'oubliez pas, le prompt que j'ai utilisé, c'est un prompt de base qui se retrouve ici dans la bibliothèque de prompt de base en description de la vidéo. De toute façon, toutes les informations importantes sont en description de celle-ci. Ceci n'est que mon avis et non un conseil d'investissement. Comme d'habitude, je me réserve le droit de me tromper. De toutes les façons, même si enfin, pour le moment, je dors très bien la nuit. Et je dors très bien la nuit parce que je crois, parce que je crois, c'est ma conviction. Et ma conviction est basée sur des éléments factuels. Et ces éléments factuels, je les monitore
trimestre après trimestre. Et vous pouvez le voir ici, ça fait des années qu'on est positif sur cette compagnie, même quand c'était la fin du monde à ce niveau-ci, parce qu'on est concentré sur ce qui compte réellement dans cette activité. OpenAI va nous tuer, l'IA va nous tuer. Vous êtes sérieux là? Lisez vos rapports financiers, écoutez les conférences calls, les amis, et apprenez sur les business.